Lettre à Hérodote, d'Épicure, une traduction de Pierre-Marie Morel, une lecture de Gilles Farfour. Épicure à Hérodote, salut. À l'attention de ceux qui ne peuvent pas, Hérodote, examiner avec précision chacun des points de ce que j'ai écrit sur la nature, ni étudier de près, parmi mes livres, les plus longs que j'ai composés, j'ai en outre préparé un abrégé de la totalité de la doctrine, de sorte qu'il garde suffisamment en mémoire les thèses les plus générales, afin qu'en toute circonstance, concernant ce qui est vraiment fondamental, ils puissent s'aider eux-mêmes dans la mesure où ils s'attachent à l'étude de la nature. Quant à ceux qui sont allés suffisamment loin dans l'observation de la totalité des choses, ils doivent eux aussi mémoriser le schéma de la totalité de la doctrine, réduite aux éléments de base. Nous avons en effet besoin sans interruption de l'appréhension d'ensemble, ce qui n'est pas le cas de l'appréhension du détail. Il faut donc progresser dans cette direction-là continuellement, faire entrer dans notre mémoire ce qui nous permettra d'appréhender ce qu'il y a de vraiment fondamental dans la réalité des choses et, tout à la fois, d'accéder à la connaissance précise et complète du détail, dès lors que les schémas les plus généraux auront été correctement saisis et mémorisés. Car c'est grâce à cela que même celui qui a achevé son apprentissage peut accéder à ce qu'il y a de vraiment fondamental dans la connaissance précise de toute chose. Pouvoir rapidement faire usage des appréhensions, et cela en les rapportant à des données élémentaires et à des termes simples. On ne peut en effet se représenter la suite ininterrompue que forme le parcours continu de la totalité si l'on n'est pas capable d'embrasser en soi-même, en des termes brefs, tout ce qui a été aussi examiné en détail avec précision. Partant de là, une telle méthode étant profitable à tous ceux qui sont devenus des familiers de la science de la nature, parce que je prescris dans ce domaine une activité continue et que, grâce à une telle activité, je me trouve dans la plus parfaite sérénité, j'ai aussi voulu faire un abrégé de ce type, c'est-à-dire présenter les éléments de base des thèses d'ensemble. Il faut tout d'abord saisir, Hérodote, ce qui est posé sous les expressions verbales, de sorte que l'on puisse, en s'y rapportant, juger de ce qui est objet d'opinion, de recherche ou d'embarras, et pour empêcher que, pour nous, tout soit indistinct à cause de démonstrations menées à l'infini, ou pour empêcher que nous n'ayons que des expressions vides. Nécessairement, en effet, sous chaque expression verbale est perçue la notion première, et celle-ci ne demande aucune démonstration supplémentaire, si toutefois nous devons disposer de l'objet de recherche ou d'embarras et de l'objet d'opinion auquel nous rapporter. Il faut en outre s'assurer de toute chose en s'en remettant aux sensations, et, d'une manière générale, aux appréhensions du moment, qu'elles soient le fait de la pensée ou de n'importe quel autre critère, et semblablement aux affections présentes, de sorte que nous soyons en mesure d'inférer à partir de signes aussi bien ce qui attend d'être confirmé que le non manifeste. Il faut en outre s'assurer de toute chose en s'en remettant aux sensations, et, d'une manière générale, aux appréhensions du moment, qu'elles soient le fait de la pensée ou de n'importe quel autre critère, et semblablement aux affections présentes, de sorte que nous soyons en mesure d'inférer à partir de signes aussi bien ce qui attend d'être confirmé que le non manifeste. Ces points étant distinctement établis, il faut désormais considérer globalement le non manifeste. Il faut voir tout d'abord
que rien ne naît du non-être, car tout naîtrait de tout, sans jamais requérir aucune semence en supplément. Et si d'autre part ce qui disparaît se détruisait et passait dans le non-être, toutes les choses seraient anéanties, puisque ce dans quoi elles se décomposeraient n'est pas. De plus, le tout a toujours été tel qu'il est maintenant, et il sera toujours tel. En effet, il n'y a rien en quoi il change. En dehors du tout, en effet, il n'y a rien qui, étant passé en lui, produirait le changement. Mais en outre, le tout est corps et vide. Car que les corps soient, la sensation elle-même l'atteste dans tous les cas, et c'est à elle qu'il faut se référer pour faire, par raisonnement, des conjectures sur le non manifeste, comme je l'ai déjà dit auparavant. Si d'autre part il n'y avait pas ce que nous appelons vide, place et nature intangible, il n'y aurait nul endroit où les corps pourraient être, ni au travers duquel ils pourraient se mouvoir, comme il apparaît clairement qu'ils le font. En dehors d'eux, on ne saurait même concevoir aucune des choses, ni par saisie directe, ni par analogie avec ce qui est directement saisi, que l'on tient pour des natures complètes, par opposition à ce que nous appelons des accidents ou des propriétés de ces natures. De plus, parmi les corps, les uns sont des composés et les autres ceux dont les composés sont faits. Or, ces seconds corps sont insécables et immuables, puisque tout n'est pas voué à se détruire dans le non-être, et que ce qui résiste subsiste dans la dissolution des composés, ayant une nature pleine, et ne pouvant être dissous en quelque endroit, ni de quelque manière que ce soit. De sorte que les principes sont nécessairement des natures insécables constitutives des corps. Mais en outre, le tout est illimité. Ce qui est délimité a en effet une extrémité. Or, ce qui a une extrémité est vu à côté de quelque chose d'autre, de sorte que, n'ayant pas d'extrémité, il n'a pas de limite. Or, n'ayant pas de limite, il sera illimité et non pas délimité. De plus, c'est par le nombre des corps que le tout est illimité, ainsi que par la grandeur du vide. Si en effet le vide était illimité et les corps, de leur côté, en nombre défini, les corps ne demeureraient nulle part, mais seraient emportés, dispersés au travers du vide illimité, ne trouvant rien qui puisse, par le jeu des chocs, les soutenir ni les arrêter. Et si le vide était limité, les corps en nombre illimité n'auraient aucun endroit dans lequel ils puissent trouver place. En plus de cela, ceux des corps qui sont insécables et compacts, à partir desquels les composés sont engendrés et auxquels les réduit leur dissolution, ne peuvent être saisis globalement à cause de leur différence de forme. Il n'est pas possible en effet que tant de différences naissent des mêmes formes saisies dans leur globalité. Et si l'on considère chaque configuration, les atomes semblables sont absolument illimités en nombre, alors que du point de vue de leurs différences respectives, ils ne sont pas absolument illimités, mais seulement impossibles à saisir dans leur globalité. Si l'on ne veut pas les renvoyer absolument à l'infini du point de vue de leurs grandeurs également. En outre, les atomes se meuvent de manière continue, et cela éternellement. Les uns, il y a une lacune dans le manuscrit ici, se tenant à grande distance les uns des autres, alors que les autres, au contraire, maintiennent leur vibration lorsqu'ils se trouvent enfermés par leur enchevêtrement ou enveloppés par des atomes enchevêtrés. Car la nature du vide qui sépare chacun d'eux en lui-même permet cela, parce qu'elle n'est pas à même de fournir un appui.
La solidité propre aux atomes, dans le choc, les fait rebondir en vibrant, pour autant que l'enchevêtrement permette, à la suite de ce choc, le retour à la position antérieure. Il n'y a pas de commencement à ces mouvements, les atomes et le vide étant éternels. Un propos de cette longueur, dès lors que tout a été mémorisé, livre un schéma suffisant pour concevoir la nature des êtres. Mais en outre, les mondes sont illimités en nombre, les uns semblables aux nôtres, les autres dissemblables. Les atomes, en effet, étant illimités en nombre, comme cela vient d'être démontré, ils sont transportés même jusqu'aux lieux les plus éloignés. Car de tels atomes, à partir desquels peut naître un monde ou sous l'effet desquels un monde peut être produit, n'ont été épuisés ni par un seul monde, ni par un nombre limité de mondes, ni par ceux qui sont semblables aux nôtres, ni non plus par ceux qui diffèrent de ces derniers. Par conséquent, il n'y a rien qui fasse obstacle à l'infinité des mondes. De plus, il y a des empreintes de même forme que les solides qui, du fait de leur subtilité, sont très éloignées des choses apparentes. Il n'y a pas d'impossibilité, en effet, que se produisent de telles émanations dans le milieu environnant, ni que soient réalisées des conditions appropriées à la formation de structures creuses et subtiles, ni non plus que des effluves conservent à l'identique l'ordre de succession et de marche qu'ils avaient précisément dans les corps solides. Et ces empreintes, nous les appelons des simulacres. De plus, leur déplacement à travers le vide, quand il s'effectue sans rien rencontrer qui lui fasse obstacle, accomplit en un temps inconcevable tout parcours imaginable. La présence et l'absence d'obstacles, en effet, sont respectivement assimilables à la lenteur et à la vitesse. Assurément, dans les périodes de temps observables par la raison, un corps en déplacement ne parvient pas dans plusieurs lieux simultanément, car c'est impensable, même si, arrivant avec d'autres corps dans un temps perceptible par les sens depuis n'importe quel endroit de l'illimité, il effectuera son trajet sans que l'on puisse assigner à ce dernier un point de départ qui permettrait de saisir le déplacement. Car il en ira comme lorsqu'il y a obstacle, et cela même si nous avons supposé jusqu'à présent que la vitesse du déplacement ne rencontrait pas d'obstacle. Il est utile, assurément, de retenir également cet élément. Ensuite, que les simulacres soient d'une subtilité insurpassable, rien de ce qui apparaît ne le conteste. De là vient que leur vitesse également est insurpassable, tous trouvant un passage proportionné, outre que rien ou presque ne fait obstacle à leur émission, alors qu'une multiplicité d'atomes, voire une infinité, rencontre aussitôt quelque obstacle. En plus de cela, il est également incontestable que la nature des simulacres se produit en même temps que la pensée. Depuis la surface des corps, en effet, se produit un flux continu qu'aucune diminution ne rend manifeste, étant donné qu'il y a remplissage compensatoire qui préserve très longtemps la position et l'ordre qui étaient ceux des atomes sur le corps solide, même si parfois ce flux devient confus, et même si des combinaisons se forment rapidement dans l'espace environnant, parce qu'il n'est pas nécessaire que leur remplissage s'effectue en profondeur, et de tels phénomènes peuvent aussi se produire d'autres manières. Rien de tout cela, en effet, n'est contesté par les sensations, si l'on examine comment rapporter à nous les évidences et les effets de sympathie qui proviennent des choses extérieures.
Il faut admettre également que c'est parce que quelque chose provenant de l'extérieur pénètre en nous que nous voyons les formes et que nous pensons. Les choses extérieures, en effet, ne sauraient imprimer la couleur et la forme qui leur sont naturellement propres par le moyen de l'air intermédiaire qui les sépare de nous, ni par le moyen de rayons ou de quelque flux que ce soit allant de nous à elles, de la manière dont elles le font, et qui s'explique par le fait que certaines empreintes pénètrent en nous en provenance de réalités auxquelles elles sont identiques par la couleur et par la forme, en adaptant leur taille à notre vue et à notre pensée, et accomplissant des déplacements très rapides, empreintes qui restituent ensuite, pour cette raison, l'image d'un objet un et continu, et préserve la sympathie à distance du substrat grâce à la pression proportionnée qui vient de ce dernier et qui tient à la vibration des atomes dans la profondeur du solide. Et l'image de la forme ou des propriétés que nous recevons en l'appréhendant par la pensée ou bien par les organes des sens est la forme même du corps solide, et elle se constitue en conformité avec la suite serrée du simulacre ou avec son effet résiduel. Quant au faux et à l'erroné, il réside toujours dans le fait d'ajouter un jugement à ce qui attend encore d'être attesté ou non contesté, et qui s'avère par la suite non attesté ou contesté en vertu d'un certain mouvement en nous-mêmes qui est lié à l'appréhension de l'image, mais qui comporte un écart, mouvement par lequel le faux se produit. Il ne saurait y avoir en effet de ressemblance entre, d'un côté, les représentations que nous recevons comme en reproduction, qu'elles naissent dans le sommeil ou selon d'autres types d'appréhension, de la pensée ou des autres critères, et, de l'autre, ce que nous qualifions d'existant et de véritable s'il n'y avait pas en outre ce genre de choses qui sont les objets que nous appréhendons. Quant à l'erreur, elle ne se produirait pas si nous ne saisissions en outre un certain mouvement en nous-mêmes qui est lié à l'appréhension de l'image, mais qui comporte un écart. En vertu de ce mouvement, s'il n'est pas attesté ou s'il est contesté, se produit le faux, mais s'il est attesté ou non contesté, le vrai. Il faut donc établir maintenant fortement cette thèse, si l'on ne veut pas que les critères conformes aux évidences soient détruits, et que l'erreur, confortée au même titre que la vérité, provoque un trouble total. Mais en outre, l'audition résulte d'un souffle en provenance de ce qui produit une voix, un son, un bruit ou toute autre affection auditive. Ce flux se disperse en masse homogène qui, en même temps, préserve jusqu'au bout une sorte de sympathie réciproque, une unité qui leur est propre, et celle-ci s'étire jusqu'à la source de l'émission et produit dans la plupart des cas la perception qui s'y réfère, ou sinon rend seulement manifeste la présence hors de nous de cette source. Car sans une certaine sympathie qui ramène à la source dont elle provient, une telle perception ne saurait se produire. Il ne faut donc pas croire que l'air lui-même soit configuré par l'émission de la voix ou par quelque autre émission du même genre, car il s'en faudra de beaucoup qu'il soit affecté par la voix, mais aussitôt que le choc s'effectue en nous, quand nous projetons notre voix, il donne lieu à l'expulsion de certaines masses qui constituent un flux pneumatique, et cette expulsion produit en nous l'affection auditive. Il faut de plus admettre que l'odeur, tout comme l'audition, ne saurait donner lieu à quelque affection que ce soit si des masses ne se transportaient depuis l'objet, proportionnées de manière à mouvoir l'organe sensoriel concerné, les unes susceptibles de le troubler et de l'altérer, les autres de le laisser sans trouble et de lui convenir.
Il faut admettre également que les atomes ne présentent aucune des qualités des choses apparentes, excepté la forme, le poids et la grandeur, ainsi que tout ce qui, nécessairement, accompagne naturellement la forme. Toute qualité change en effet, tandis que les atomes ne changent en rien, puisqu'il doit précisément subsister, dans la dissolution des composés, quelque chose de solide et d'indissoluble, qui ne provoquera pas de changement par passage dans le non-être, ni à partir du non-être, mais par le moyen de déplacement en de multiples corps, et aussi par ajout et retrait d'atomes. Il est pour cette raison nécessaire que les corps qui ne connaissent pas de déplacements internes soient indestructibles et n'aient pas la nature de ce qui change, mais qu'ils aient des masses et des configurations propres, car cela aussi doit nécessairement subsister. Et quand dans l'expérience courante, en effet, un corps change de forme par érosion de sa périphérie, nous saisissons que la forme y reste présente, alors que les qualités dans ce qui change ne restent pas présentes comme la forme y demeure, mais disparaissent du corps tout entier. Ces corps qui subsistent suffisent donc à produire les différences entre les composés, puisqu'il est nécessaire que quelques-uns subsistent et ne soient pas détruits en se résorbant dans le non-être. Mais il ne faut pas non plus croire que toute grandeur se trouve dans les atomes, afin que les choses apparentes n'opposent pas contestation. Il faut seulement admettre qu'il y a certaines variations de grandeur. En ajoutant cela, en effet, on rendra mieux compte de ce qui relève des affections et des sensations. D'autre part, il n'est pas besoin que toutes les grandeurs soient pour qu'il y ait des différences entre les qualités. Et il faudrait en même temps que des atomes nous soient finalement visibles, ce que l'on ne voit pas se produire, et l'on ne peut pas concevoir comment un atome pourrait devenir visible. En plus de cela, il ne faut pas croire qu'il y ait, dans un corps défini, des masses en nombre illimité, ou atteignant n'importe quelle taille. En conséquence, il faut non seulement rejeter la division à l'infini vers le plus petit, afin de ne pas priver toute chose de force et pour que, dans notre saisie globale des agrégats, nous ne soyons pas dans la nécessité, en comprimant les êtres, de les épuiser jusqu'au non-être, mais encore se garder de croire que, dans les corps définis, le passage d'une partie à l'autre se produisent à l'infini et vers le plus petit. En effet, si l'on nous dit qu'un nombre infini de masses ou bien des masses atteignant n'importe quelle taille se trouvent dans un corps donné, il n'est pas possible de le concevoir. Comment, de plus, un tel corps pourrait-il être limité en grandeur ? Il est clair en effet que ces masses en nombre illimité sont d'une taille déterminée et que, quelle que soit leur taille, la grandeur du corps serait également illimitée. En outre, puisque ce qui est limité à une extrémité discernable, même si elle ne peut être considérée comme existant par elle-même, il n'est pas possible de ne pas concevoir la partie qui lui succède comme ayant la même caractéristique et, ainsi, en progressant de proche en proche, il n'est pas possible non plus d'en venir par la pensée de cette manière à l'existence de l'illimité. Pour ce qui est du minimum sensible, il faut songer attentivement au fait qu'il n'est pas de même ordre que ce qui admet le passage d'une partie à l'autre, et qu'il n'en est pas non plus totalement dissemblable, mais il a quelque chose en commun avec ce qui admet ces passages, sans qu'on y discerne toutefois de partie.
Mais quand, à cause de la ressemblance induite par ce caractère commun, nous croyons y discerner quelques parties, celle-ci étant de ce côté-ci et celle-là de l'autre, nécessairement s'impose à nous ce constat qu'il y a égalité de grandeur. Nous nous représentons ces parties l'une à la suite de l'autre en partant de la première, non pas comme étant dans un même lieu ou comme étant en contact mutuel par leurs propres parties, mais en tant qu'elles donnent, chacune d'elles étant prise dans sa singularité, une mesure aux grandeurs. Le plus pour ce qui est plus grand, le moins pour ce qui est moins grand. Il faut admettre que cette analogie s'applique aussi au minimum dans l'atome. Il est bien clair en effet que celui-ci diffère par sa petitesse du minimum considéré du point de vue de la sensation, mais que la même analogie s'applique. Dès lors en effet que nous avons posé que l'atome avait une grandeur, nous l'avons qualifié d'après cette analogie, ne faisant que projeter au loin quelque chose de petit. En outre, il faut admettre que les limites minimales et incomposées des grandeurs procurent l'unité de mesure. Elles-mêmes valent comme entité première par laquelle nous mesurons les grandeurs plus ou moins grandes dès lors que nous considérons par la raison les réalités invisibles. Il suffit en effet pour parvenir à ce résultat d'invoquer le caractère commun qu'elles partagent avec ce qui n'admet pas de changement. En revanche, qu'elles se rassemblent et soient dotées de mouvement, cela ne peut assurément se produire. De plus, dans l'illimité, il ne faut pas affirmer que ce qui est haut et ce qui est bas sont respectivement le plus haut et le plus bas. Nous savons cependant que la région située au-dessus de notre tête depuis l'endroit où nous nous tenons, région qui peut s'étendre à l'infini tout comme ce qui est en dessous d'un point qu'on s'est donné en pensée, ne nous apparaîtra jamais comme étant en même temps en haut et en bas par rapport au même point. C'est en effet impossible à concevoir. Aussi pouvons-nous supposer mentalement un déplacement unique vers le haut à l'infini et un autre vers le bas, même si, maintes et maintes fois, ce qui se déplace depuis le lieu où nous sommes vers le lieu qui est situé au-dessus de notre tête arrive au pied des êtres qui nous surplombent, ou ce qui se déplace depuis le lieu où nous sommes vers le bas au-dessus de la tête des êtres situés au-dessous de nous. Car le déplacement dans sa globalité n'en est pas moins conçu comme allant à l'infini dans des directions opposées pour l'un et l'autre des deux mouvements. De plus, les atomes ont nécessairement la même vitesse quand ils se portent à travers le vide et que rien ne leur fait obstacle. En effet, ceux qui sont lourds ne seront pas emportés plus vite que ceux qui sont petits et légers, tout au moins quand rien ne les rencontre. De même, les petits, trouvant tous un passage proportionné, n'iront pas plus vite que les grands, quand du moins rien, là encore, ne fait obstacle à ces derniers. Il n'y aura pas non plus de différence de vitesse selon qu'il s'agit de déplacements vers le haut, de déplacements obliques dus aux collisions et de déplacements vers le bas du fait du poids propre des atomes. Car pour autant que l'atome retienne l'un ou l'autre de ses mouvements, il se déplacera aussi vite que la pensée, jusqu'à ce que quelque chose fasse obstacle à la force de ce qui l'a heurté, que cela vienne de l'extérieur ou de son propre poids. Mais en outre, concernant les composés, on dira que l'un est plus rapide que l'autre, bien que les atomes aient la même vitesse. Cela tient au fait que les atomes contenus dans les agrégats se portent vers un lieu unique dans le minimum de temps continu.
même si ce n'est pas vers un unique lieu dans les temps observables par la raison, car ils se font obstacle sans interruption jusqu'à ce que la continuité du déplacement tombe sous la sensation. Car ce qui est ajouté par le jugement à propos de l'invisible, à savoir que les temps observables par la raison, eux aussi auraient la continuité du déplacement en question, n'est pas vrai dès lors qu'on considère de tels corps, puisque, aussi bien, tout ce qui est observé ou saisi par appréhension à l'aide de la pensée est vrai. Après cela, il faut considérer globalement, en nous référant aux sensations et aux affections, car c'est ainsi que notre conviction sera la plus ferme, que l'âme est un corps composé de parties subtiles, disséminées dans la totalité de l'agrégat, qu'elle est très semblable à du souffle contenant un certain mélange de chaud, et qu'elle est semblable au premier sous certains aspects et au second sous d'autres. Il y a aussi une partie qui diffère beaucoup de ces mêmes éléments à cause de sa subtilité et qui est, de ce fait, en sympathie plus étroite avec le reste de l'agrégat. Tout cela nous apparaît clairement si l'on considère les facultés de l'âme, ses affections, sa facilité à se mouvoir, ses réflexions et ce dont nous sommes privés quand nous mourons. Et en outre, il faut avoir à l'esprit que la cause principale de la sensibilité se trouve dans l'âme. Assurément, elle n'aurait pas la sensibilité si elle n'était pas, d'une certaine manière, recouverte par le reste de l'agrégat. Mais le reste de l'agrégat qui lui a procuré cette fonction causale reçoit de l'âme en partage, lui aussi, ce type d'accident, mais pas tous ceux qu'elle possède. Aussi, une fois que l'âme s'en est détachée, n'a-t-il plus la sensibilité. Il ne possède pas, en effet, cette faculté en lui-même, mais il la procure à une autre instance, née en même temps que lui. Celle-ci, par l'intermédiaire de la puissance qui s'est constituée autour d'elle, produisant aussitôt pour elle-même, par son mouvement, cet accident qu'est la sensibilité, le lui donne également en retour, grâce à leur voisinage et à leur sympathie réciproque, ainsi que je l'ai dit. C'est pourquoi également, tant que l'âme est à l'intérieur du reste de l'agrégat, jamais elle ne cessera de sentir, même si une partie de celui-ci s'est détachée. Mais supposons qu'une partie de l'âme elle-même soit corrélativement détruite, du fait de la destruction totale ou partielle de ce qui la recouvre. Si malgré cela l'âme subsiste, elle conservera la sensibilité. En revanche, quand le reste de l'agrégat subsiste, que ce soit en totalité ou en partie, il n'a plus la sensibilité si s'en est détaché la somme des atomes, quel qu'en soit le nombre, dont la tension commune constitue la nature de l'âme. En outre, quand la totalité de l'agrégat s'est dissoute, l'âme se disperse, n'a plus les mêmes facultés et ne se meut plus, de sorte qu'elle est également privée de sensibilité. En effet, on ne peut pas non plus concevoir que cette chose est la sensibilité si elle ne se trouve pas dans cette organisation, ni qu'elle puisse exercer ses mouvements quand ce qui la recouvre et l'enveloppe n'a plus les caractéristiques qui font que l'âme, en s'y trouvant actuellement, possède ces mouvements. Mais il y a aussi le point suivant auquel il faut réfléchir. On parle d'incorporel, selon l'usage le plus répandu du terme, à propos de ce qui peut être conçu comme existant par soi. Or, il n'est pas possible de concevoir comme existant par soi ce qui est incorporel, à l'exception du vide. Or le vide ne peut ni agir ni pâtir, il permet seulement que les corps, en le traversant, soient mis en mouvement. Aussi ceux qui prétendent que l'âme est incorporelle tiennent-ils des propos dénués de sens.
Elle serait en effet incapable d'agir ou de pâtir si elle était telle. Or on discerne de manière évidente que ces deux accidents concernent l'âme. Ainsi l'on constatera que tous ces arguments sur l'âme, si on les rapporte aux affections et aux sensations, tout en gardant en mémoire ce qui a été dit en commençant, sont suffisamment embrassés dans nos schémas pour qu'à partir de ces arguments, les points particuliers soient fermement établis par un examen détaillé. En outre, les formes, les couleurs, les grandeurs, les poids et tout ce qui qualifie un corps à titre de propriété, ou bien de tous les corps, ou bien des corps visibles et connaissables par la sensation que l'on a d'eux, il ne faut pas juger que ce sont des natures existant par soi, car il n'est pas possible de le concevoir, ni que ces propriétés n'existent absolument pas, ni que ce sont des choses différentes, des incorporelles, qui s'ajouteraient au corps, ni qu'elles sont des parties de ce dernier. Il faut juger en revanche, d'une part, que la totalité du corps dans son ensemble tire de toutes ses propriétés la permanence de sa nature propre, et, d'autre part, ne peut être produit par leur convergence, comme cela se produit quand les masses elles-mêmes constituent un agrégat plus grand, qu'il s'agisse des constituants premiers, ou bien simplement de grandeurs inférieures à cette totalité quelle qu'elle soit, mais seulement, comme je le dis, qu'il tire de toutes ses propriétés la permanence de sa nature propre. Et tout ont leur mode d'appréhension et de discrimination propre, même si l'agrégat les accompagne et n'en est jamais séparé, le corps étant en fait qualifié en fonction de la notion cohésive que l'on en a. De plus, adviennent souvent dans les corps, sans les accompagner en permanence, des accidents qui ne font pas partie des êtres invisibles et qui ne sont pas non plus des incorporels. Ainsi, en prenant ce mot d'accident dans l'usage le plus commun, nous montrons clairement que les accidents ne sont pas de même nature que le tout que nous appelons corps en le comprenant comme un agrégat. Nous montrons également qu'ils ne sont pas de même nature que les propriétés qui l'accompagnent en permanence, propriétés sans lesquelles un corps ne peut être conçu. Chacun d'eux sera désigné en vertu de certaines appréhensions, l'agrégat l'accompagnant, mais cela durant le temps, quel qu'il soit, où l'on observe que chacun survient, puisque les accidents n'accompagnent pas le corps en permanence. Il ne faut pas expulser hors de l'être cette évidente réalité sous prétexte qu'ils n'ont pas la nature du tout auquel ils adviennent, et que nous appelons précisément corps, ni la nature de ce qui l'accompagne de manière permanente. Et il ne faut pas admettre non plus, à l'inverse, qu'il existe par soi, car cela on ne peut le concevoir ni dans leur cas ni dans celui des propriétés permanentes, mais il faut admettre, et c'est bien ce qui nous apparaît aussi, que tous les accidents existent en fonction des corps, qu'ils ne les accompagnent pas en permanence et qu'ils n'ont pas non plus par eux-mêmes le rang d'une nature, mais il faut les observer à la manière dont la sensation elle-même produit leur particularité. De plus, il faut profondément méditer ce qui suit. Sur le temps, il ne faut assurément pas mener la recherche comme on le fait sur toutes ces autres choses que nous recherchons dans un substrat en les rapportant aux préconceptions que nous percevons en nous-mêmes, mais il faut procéder par analogie en nous référant à l'évidence même qui nous fait déclarer le temps long ou bref, et à laquelle nous nous rapportons comme à quelque chose qui nous est apparenté. Il ne faut pas prendre à la place d'autres expressions que l'on estimerait meilleures, mais se servir à propos du temps de celles qui existent.
il ne faut pas non plus le qualifier par quelque autre caractère supposé avoir la même essence que cette propriété particulière. Certains le font en effet. Mais il faut se contenter de prendre principalement en compte ce à quoi nous relions ce caractère propre et par quoi nous le mesurons. En effet, cela ne requiert pas que l'on fasse une démonstration supplémentaire, mais que l'on prenne en compte le fait que nous le relions aux jours et aux nuits, et à leurs parties, et de même aussi aux affections et aux absences d'affections, aux mouvements et aux repos, concevant en retour, à propos de ces choses, un certain accident particulier, cela même à quoi nous nous référons quand nous employons le mot temps. En plus de ce que l'on a déjà dit, il faut admettre que les mondes, ainsi que chaque composé limité étroitement similaire aux réalités observées, ont été engendrés à partir de l'infini, toutes ces choses s'étant formées par séparation à partir de rassemblements particuliers plus ou moins grands, et admettre qu'à l'inverse toutes subissent la dissolution, les unes plus vite et les autres plus lentement, les unes sous l'effet de telles causes, les autres sous l'effet de telles autres. Et en outre, il faut admettre qu'il n'est pas nécessaire que les mondes aient une configuration unique. Les uns en effet sont sphériques, d'autres ovoïdes, et d'autres ont d'autres formes. Ils ne prennent pas cependant toutes les formes. Il n'existe pas non plus de vivant qui se soit séparé de l'infini. Personne, en effet, ne pourrait démontrer que tel monde ne saurait contenir aussi des semences capables de donner naissance aux animaux, aux plantes et à tout le reste de ce que l'on observe, tandis que tel autre ne pourrait pas en être privé. Et ils se sont développés ainsi. Il faut admettre que cela s'est passé de la même manière sur la terre. Mais il faut encore supposer que la nature, en toutes sortes de domaines, a été instruite et contrainte par les faits eux-mêmes, que le raisonnement par la suite précise les prescriptions de la nature et y ajoute ses propres découvertes, plus ou moins rapidement selon les cas, et, selon les périodes, accomplissant des progrès plus ou moins importants. De là également le fait que les noms ne soient pas nés, à l'origine, par l'institution de conventions. En réalité, dans leur nature même, les hommes éprouvant, selon chaque peuple, des affections particulières et recevant des représentations particulières, projettent d'une manière particulière l'air émis par chacune des affections et des représentations, de sorte qu'à un moment donné, la différenciation se fait aussi en vertu des lieux occupés par les différents peuples. Par la suite, selon chaque peuple, les particularités ont été instituées par convention commune, afin que les informations que les hommes se donnent les uns aux autres soient moins équivoques et plus concises. Quant aux réalités qui ne sont pas immédiatement perceptibles, ceux qui les apercevaient, en les convoquant, recommandèrent certaines expressions verbales. Pour certaines, ils furent contraints par la nécessité de les exprimer, mais pour les autres, ils les choisirent par raisonnement, suivant le motif le plus déterminant qu'ils avaient de s'exprimer ainsi. De plus, en ce qui concerne les phénomènes célestes, il ne faut pas croire que le déplacement, le solstice, l'éclipse, le lever, le coucher des astres et les faits du même ordre se produisent parce que quelqu'un en aurait la charge, en fixerait ou en aurait fixé l'ordonnancement, tout en possédant la béatitude totale jointe à l'incorruptibilité. En effet, embarras, préoccupations, emportements et faveurs ne s'accordent pas avec la béatitude, mais proviennent de la faiblesse, de la peur et du fait de dépendre du voisin. Et il ne faut pas non plus croire que des êtres qui ne sont qu'une concentration de feu disposent de la béatitude et se chargent volontairement de ces mouvements.
Il faut au contraire préserver toute la majesté du divin dans tous les termes que l'on applique à de telles notions, si l'on ne veut pas que de celles-ci dérivent des opinions contraires à cette majesté. Si nous ne le faisons pas, cette contradiction même installera le plus grand trouble dans les âmes. Par suite, il faut juger que c'est de l'emprisonnement originel de ces rassemblements à la naissance du monde que dépend l'accomplissement de cette nécessité et de ce circuit. De plus, il faut admettre qu'examiner de près la raison des faits vraiment fondamentaux est la tâche propre de la science de la nature, et que la béatitude dans la connaissance des phénomènes célestes se trouve là, ainsi que dans le fait de savoir, lorsqu'il s'agit de ces phénomènes, quelles sont les natures que l'on observe et tout ce qui est apparenté, et dont la connaissance concourt à l'examen précis mené en vue de cette fin. Il faut admettre en outre qu'il n'y a pas de pluralité d'explications sur ces sujets, ni que les choses soient susceptibles d'être autrement. Il n'y a au contraire tout simplement rien dans une nature incorruptible et bienheureuse de ce qui peut susciter la dispute ou le trouble, et l'on peut comprendre en y réfléchissant qu'il en va tout simplement ainsi. Toutefois, ce qui relève de l'enquête sur le coucher et le lever, le solstice, l'éclipse et tous les faits qui leur sont apparentés, ne conduit plus en rien vers la béatitude que procure la connaissance. Au contraire, ceux qui se consacrent à l'étude de ces faits, tout en ignorant leur nature et les causes vraiment fondamentales, éprouvent les mêmes peurs que s'ils n'avaient pas ce supplément de connaissance. Peut-être même en éprouve-t-il plus encore quand la stupeur que suscitent les considérations supplémentaires sur ces objets ne peut être dissipée par la compréhension ordonnée des faits vraiment fondamentaux. Voilà pourquoi, même quand nous trouvons plusieurs causes au solstice, au coucher, au lever, aux éclipses et à ce qui se produit de cette manière, comme c'est aussi le cas dans le détail des événements, il ne faut pas croire que l'usage que nous faisons de ces connaissances manque de la précision suffisante pour nous conduire à l'absence de trouble et de béatitude. Par conséquent, il faut rechercher les causes relatives aux phénomènes célestes et à tout ce qui n'est pas manifeste en comparant et en dénombrant toutes les manières dont se produit, dans l'expérience courante, ce qui est semblable, dédaignant ce qui, à propos de ce qui transmet son image depuis des lieux éloignés, ne reconnaissent ni ce qui est ou se produit d'une seule manière, ni ce qui arrive de plusieurs manières, et qui ignorent en outre dans quel cas il n'est pas possible d'être sans trouble, et, semblablement, dans quel cas on peut l'être. Si donc nous supposons qu'un phénomène est susceptible de se produire de telle façon particulière, nous éprouverons la même absence de trouble en reconnaissant que cette même chose se produit de plusieurs manières que si nous savions qu'elle se produit de telle façon particulière. En plus de toutes ces observations générales, il faut réfléchir à la chose suivante. Le principal trouble que connaissent les âmes humaines tient à ce qu'elles jugent que ces êtres sont à la fois bienheureux et incorruptibles, et qu'ils ont en même temps des volontés, des actions et des responsabilités, ce qui est en contradiction avec ces attributs. Il réside aussi dans le fait de toujours attendre ou suspecter quelque chose d'éternel et de terrible en se fiant au mythe, ou bien par peur de l'absence même de sensibilité qu'implique le fait d'être mort, comme si c'était là quelque chose qui nous concerne.
Il tient encore à ceci qu'elles éprouvent ces affections à la suite, non pas de jugement, mais d'une disposition irrationnelle, par laquelle, faute de définir ce qui est terrible, elles sont dans un trouble égal, voire dans un trouble plus intense que celui qu'elles auraient éprouvé si elles avaient formé des jugements sur ces sujets. Or l'absence de trouble, c'est le fait d'être délivré de tout cela et de garder continuellement en mémoire la totalité de ce qui est vraiment fondamental. Par conséquent, il faut appliquer notre attention aux affections du moment et aux sensations, aux communes selon ce qui est commun et aux particulières selon ce qui est particulier, et à toute évidence du moment en se conformant à chacun des critères. En nous y appliquant, en effet, nous mènerons à bien l'explication correcte de l'origine du trouble et de la crainte, et nous nous en délivrerons en recherchant les causes des phénomènes célestes aussi bien que du reste des phénomènes qui surviennent sans cesse, toute chose qui effraie le reste des hommes au dernier degré. Voilà pour toi, Hérodote, les énoncés capitaux portant sur la nature dans sa totalité, présentés sous une forme abrégée, pour que ce discours puisse être retenu avec la précision voulue. Je pense que, même si l'on ne parcourt pas tous les points jusque dans la précision du détail, on y puisera une force sans équivalent par comparaison avec le reste des hommes. Car tout à la fois, par sa seule force, il éclaircira beaucoup de points dont nous examinons le détail avec précision en nous conformant à la doctrine dans sa totalité, et ces points eux-mêmes, installés dans notre mémoire, apporteront une aide continuelle. Ils permettent en effet à ceux qui en examinent désormais le détail avec précision, que ce soit d'une manière simplement suffisante ou bien d'une manière complète, en rapportant leurs analyses à des appréhensions de ce type, d'accomplir la majeure partie du parcours de la nature en sa totalité. Quant à ceux qui n'ont pas complètement mené à bien cette étude, c'est en partant de ces points-là et sans prononcer de mots qu'ils accomplissent, à la vitesse de la pensée, le parcours de ce qui est vraiment fondamental afin d'atteindre la sérénité.